En fait, les gens autour de moi qui voient tes psys, s'ils m'écoutent, c'est mes amis, mais bon, si ça leur fait du bien, tant mieux, mais moi, j'ai pas eu l'impression spécialement que... voilà, il n'y a rien d'évident. J'ai pas eu le sentiment que la personne allait nettement mieux ou se sentait nettement mieux. Parfois, je pose des questions, j'essaye de comprendre des comportements ou des choses, et en gros, les réponses parfois qu'on entend, c'est comme ça, ou ça se fait pas. Ça, pour moi, c'est pas une explication, tu vois. Douter, c'est réfléchir, c'est exister, quoi. Et parfois, je trouve que les gens, ils doutent pas assez. Donc peut-être que j'ai envie de transmettre ça, je sais pas. Il n'y a rien de plus réconfortant que de découvrir que d'autres personnes ressentent les mêmes choses que soi. Je me le donne même à maintenant, ce conseil, même peut-être plus maintenant d'ailleurs qu'à l'époque, en fait. La peur de mal faire peut parfois m'empêcher, alors que bon, on s'en fout en fait. Hein. Juste avant d'écouter notre invité, je tenais à vous remercier d'être toujours plus nombreux chaque semaine. Pour ne pas rater nos prochaines pauses, je vous invite à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner. Ça ne prend que quelques secondes et ça soutient vraiment le podcast. Merci encore et place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Mon invitée d'aujourd'hui a l'art de surprendre. Elle a cette énergie qu'on ne maîtrise pas, à la fois bouleversante, impertinente, émouvante. Elle navigue entre les genres, entre l'ironie mordante et la sincérité brute, entre le jeu et l'écriture. Refusant les cases, elle impose son propre rythme entre audace et discrétion. Aujourd'hui, elle prend le micro de Pause et comme toujours avec elle, on ne sait pas exactement où la conversation nous mènera. Une seule chose est sûre, il y aura des rires, peut-être des larmes et surtout de l'authenticité. Bonjour, Doria Tillier. Salut Alexandre Mars. Comment tu vas ? Ça va, là ça va, mais en ce moment pas super. Mais aujourd'hui ça va. Je crois que tu es la première personne qui, quand je me demande comment tu vas, alors parfois c'est une réponse assez convenue, oui, et puis on va un peu dans le dur, et puis au fil de la discussion, on se rend compte que parfois c'est un peu dur. J'adore ça. Je vois franchement pas trop l'intérêt de dire ça va bien si ça va pas. Enfin, tu vois, c'est quoi le... Ah ben c'est une bonne question. Est-ce que ce serait pas la tagline de ta super série, Iris? Rappelle-moi ce que fait oui, c'est Iris. Vrai. Elle dit tout haut ce que les autres ne pensent pas. Et c'est vrai que c'est pas les autres ne le pensent pas, non, c'est pas qu'ils pensent l'inverse. C'est qu'ils le pensent pas parce qu'ils n'y pensent pas. Ils ne se posent pas la question. Et on est vraiment là. Donc toi, tu vois, on est dans le convenu. Je te dis comment tu vas. Tu me dois me répondre. Non, ouais, ça va. Et toi, pas du tout. Non, là, c'est quand même un peu dur. Et pourquoi c'est un peu dur ? Parce que c'est l'environnement. Est-ce que c'est la macroéconomie qui t'inquiète ou c'est juste toi dans ton chemin de vie, il y a pas aujourd'hui de choses sur lesquelles tu travailles. Ça arrive. T'as un peu de temps entre les deux. T'aimes pas être oisive ? En fait, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, c'est très difficile de savoir réellement pourquoi ça va pas. Parfois, on a l'impression que ça va pas parce que on s'est fait larguer et en fait, ça va pas parce que il y a 10 ans, voilà. Donc, c'est juste des impressions comme ça. Moi, je sais pas réellement pourquoi ça va. Je me suis pas fait larguer, non, parce que pour ça, il faudrait que je sois en couple. C'est un autre sujet. Voilà. Mais je crois que assez basiquement, c'est pas que j'aime pas l'oisiveté. Enfin, si, l'oisiveté sur un assez long terme. C'est un peu vertigineux, tu vois, parce que quand tu fais rien, tu penses. Et quand tu penses, tu penses. C'est ça, contrairement aux gens qui ne pensent pas, là, toi, tu dis et tu penses. Mais par rapport à ça, toi, dans ton secteur artistique, ça se passe comment ? Là, il y a eu un déferlement de choses positives qui ont été écrites, dites sur Iris, donc on va en parler, cette série qui est... déferlement. En tout cas, j'ai entendu énormément de choses positives sur cette série qui a été commandée par Canal+, diffusée sur Canal+. Pour l'avoir regardée, elle est assez géniale, donc je conseille à tout le monde de la regarder. 6 épisodes de 26 minutes. Elle a eu le Grand Prix de La Rochelle, donc si on en parlera un peu, ce côté, est-ce que ça fait plaisir ? Mais en gros, tu as été très prise. Est-ce que justement, c'est la petite mort après ?
Déjà, on me propose pas tous les jours. On me propose pas des films tous les jours. Alors oui, on m'a proposé des scénarios que j'ai refusés, mais j'ai pas regretté de les avoir refusés. C'est quoi le ratio? Ça m'étonne pas. Ah, combien j'en accepte? C'est très dur. Franchement, je me suis déjà posé la question. J'ai du mal à dire, et ça dépend beaucoup des périodes, parce que tu vois, là, pendant presque un an, on a dû me proposer sur un an peut-être 5 films, ce qui est pas beaucoup, tu vois. Enfin, je dis 5 et peut-être même pas. Et puis là, en 2 mois, déjà plus que ça, tu vois. Donc c'est très, très aléatoire. C'est très fluide. Et parce que justement, un certain nombre de ces réalisateurs t'ont vu justement dans Iris. Tu sais en fait, pareil, c'est vrai que je trouve que c'est un métier. Enfin, j'imagine que la plupart des métiers, mais c'est très dur de savoir ce qui amène les choses, tu vois. Est-ce que c'est tel rôle qui t'a amené là? Non, parce que les réalisateurs te disent pas « Ah, je t'ai vu là-dedans, c'est pour ça que j'ai pensé à toi ». Puis maintenant, t'as commencé ta carrière il y a quand même un certain nombre d'années, donc c'est pas comme si t'étais depuis 6 mois. Mais il n'empêche, tu vois quand même une fluctuation de saisonnière. Donc là, tu vas te retrouver à... Aussi, tu penses, c'est une autre question, est-ce que tu penses que je suis que tu disais non à beaucoup de choses. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un moment où ton agent, Grégory Bell, ou peut-être juste les réalisateurs se disent de toute façon, ça sera un non, parce que ça ne sera pas assez bien pour Doria? Possible que des gens se disent ça, mais on m'a dit que des gens se disaient ça, mais franchement ça m'étonne un peu parce que je me dis partir du principe qu'on va avoir un non, alors si c'est quelqu'un qui réfléchit comme ça, qui est si défaitiste, c'est sûr que j'ai pas très envie de travailler avec de toute façon. C'est fou, mais là j'ai l'impression que c'est pas Doria que j'ai en face de moi, c'est Iris, quoi. Ah ouais. C'est incroyable. Bah, c'est vrai que c'est un personnage que j'ai pas été chercher très loin. Hein, mais c'est assez dingue. Bon, en tout cas, sachez, ceux qui aimaient Doria, allez voir Iris, parce que c'est. Et ceux qui se font chier devant ce podcast, ne regardez pas. Parce que... Exactement, parce que ça ne marchera pas. Mais pour revenir sur toi, cette trajectoire où tu as dit non, est-ce qu'il y a comme un projet que tu as regretté où tu dis j'aurais dû dire oui? Non. D'accord, donc tu es assez. Parce que tu l'as pas regardé peut-être. Si. Enfin, par exemple, je vais pas mentionner. Non, non, franchement, ça c'est vraiment pas sympa pour. Je trouve la deuxième. Oui, exactement. T'as raison. Et même pour. Mais pareil. Enfin. Ce grand film de KPDP. En tout cas, je pense à un film qui a vraiment bien marché et l'actrice était super dedans. C'est un film que j'avais refusé, mais en plus, quand j'ai vu le film, j'ai bien aimé le film. Mais je pense que je l'ai aimé grâce à cette actrice-là. Et que c'était pas pour moi, donc j'ai vraiment pas eu de regrets. Voilà, non, j'ai jamais eu de regrets. Et l'inverse, t'as eu des regrets de choses que t'as acceptées? Tu pourras pas me dire oui. J'ai pas. Alors. Si toi, tu pourrais me dire oui. Finalement, non, j'ai pas regretté. J'ai jamais regretté à terme une fois que c'était fait d'avoir dit oui. Mais il m'est arrivé pendant le tournage, oui, de regretter. C'est-à-dire, il m'est arrivé, je dirais pas combien de fois, pas beaucoup de fois, de dire oui. Parce que j'ai pas osé dire non. Un peu genre tu te retrouves face à la personne est sympa et sur le moment tu dis ah oui, et puis après tu dis mais non, je voulais pas du tout, tu vois. Et toi, t'arrivais pas à revenir en arrière, même toi, quand tu t'es engagé en disant Enfin, c'était pas non plus, j'avais pas dit oui pour tuer des bébés chats, tu vois. Mais c'était comme 2-3 mois de ta vie peut-être. Oui, mais bon, c'était pas non. J'avais dit oui, c'est un truc où j'aurais. Bref, je pense que si j'avais eu plus de temps pour réfléchir, j'aurais dit non, mais sur le moment, j'ai dit oui. J'ai regretté, puis en même temps, je me suis dit, j'aurais fait quoi d'autre? Les choses se sont faites. Voilà, c'était pas une tannée non plus. Mais c'est vrai que donc, mais j'ai pas. Finalement, c'était pas mal que je l'ai fait. Donc, tu vois, je devrais, je pense, dire oui plus souvent en fait. Être forcé. En fait, il faudrait qu'on me force. Il faudrait que j'ai pas le choix. Oui, mais ça c'est pas le rôle justement de ton agent ou... Ah bah non, t'imagines l'agent qui t'oblige et tout. Il te forcer un peu en disant juste, tu dois le faire. Ou qui pourrait faire ça après toi? Bah personne, je pense. Non, personne. Mais c'est vrai que mon agent m'a quand même conseillé parfois de prendre. En tout cas, il m'a plusieurs fois poussé à rencontrer le réalisateur ou la réalisatrice. Alors que j'avais lu un scénario que je disais bon, je vais pas le faire, il me disait peut-être rencontre quand même. Et c'est vrai que ça a parfois donné. Tu as une expérience de 10 ans de travailler justement dans le monde du cinéma à peu près. Est-ce que tu penses que justement tu vas évoluer? Justement, tu penses que tu vas dire là tu m'entends, tu vas dire oui un peu plus facilement? Oui, je pense. En fait, j'ai l'impression aussi que jusqu'à ce que je fasse en fait ma série, jusqu'à ce que je fasse Iris, j'étais particulièrement frileuse. J'arrivais pas à accepter un projet qui me plaisait pas, quoi, tout simplement, bien que je l'ai quand même fait en fait. Mais maintenant, en fait, franchement, j'ai un peu envie de tourner, tout simplement. Et je me dis, bon, si on fait que attendre un truc qui nous plaît vachement, bon, bah, c'est trop rare. Parce que ce qui est vrai,
as coécrit et co-réalisé Iris, tu avais déjà coécrit tes deux autres grands succès cinématographiques qui ont été coécrits aussi par toi. Donc, en fait, il y a un moment ou un autre où tu es encore meilleur quand c'est toi qui aide un petit peu, ou qui participe au projet en tout cas. Où je suis meilleure, je sais pas, mais en tout cas, c'est tes projets que tu portes. Oui, en tout cas, c'est vrai que non, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est même, je pense que c'est plus épanouissant pour moi, plus excitant d'écrire que de jouer, je crois. Et réaliser. Oui, pardon. Quand j'ai dit écrire, je voulais dire réaliser, oui, c'était un derrière, petit peu. En fait. C'était. Mais je veux dire, on peut aussi faire les deux. Enfin, tu vois, et c'est pas parce que tu préfères le chocolat au café que tu bois jamais de café, tu vois. Donc moi, c'est vrai que jouer, c'est plus léger, c'est plus facile. Je veux pas. Mais oui, c'est moins. C'est quand même moins d'investissement, c'est moins stressant de jouer. Dans Pause, dans les 150 personnes que j'ai appelées pour parler de Doria Tillier, il y en a quelques-uns à qui j'ai demandé « Est-ce que tu pourrais nous faire une pause amicale ?» Donc, ils t'ont laissé un message et ils vont te poser une question qui va te faire sourire, c'est certainement. Drôle parce que... Dis-moi, vas-y. Mais parce que tu sais, quand je regarde des interviews de gens, il y a souvent ça, tu vois, les gens à la télé, ah oui, un tel. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Voilà, mais on me l'a jamais fait. Il faut une première, et cette fois-ci, une première, tu vois, ce n'est pas qu'une personne, c'est des gens qui t'aiment beaucoup. On commence par la première pause amicale. Salut Doria, c'est Augustin. Tu penses bien que je vais pas te poser une question, parce que si j'ai une question à te poser, je te la pose directement ou je te l'ai déjà posée. En revanche, j'aimerais t'interroger sur une partie de toi que les gens ne connaissent pas forcément. C'est ta part d'enfance, qui est extrêmement forte. Tu me fais penser souvent à la petite sirène. Et j'ai le souvenir de toi chantant cette chanson de la petite sirène du film de Walt Disney, merveilleusement. Je trouve que c'est une merveilleuse façon de te connaître et j'aimerais te lancer le défi de la chanter maintenant. Tu peux la chanter en français ou en anglais, mais je suis sûr que ça touchera les auditeurs de ce podcast et je pense que tu ne l'as jamais fait publiquement. Donc, c'est le moment. Quel salaud. En plus, c'est drôle parce que j'étais au téléphone avec lui juste en arrivant et je lui disais je vais faire tel podcast. Il me dit trop sympa. Et il m'a dit Doria, joue le jeu. Il m'a dit joue le jeu. Je lui dis mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit joue le jeu quoi. Donc alors, c'est Augustin Trapenard qu'on aime d'amour ici. Je sais que c'est un de tes très proches. Moi, je suis un fan inconditionnel. Il était à ta place il y a quelques temps de ça. Pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast avec Augustin, écoutez-le. Il parle de son histoire, de sa trajectoire de vie, de ses moments très difficiles comme de ses réussites exceptionnelles. Tu peux me la chanter en français et en anglais? C'est pour Augustin. Ouais, c'est dur, je vais le faire, mais franchement... Joue le jeu, toi, Augustin. Mais attends, attends 2 secondes. Je ne vois pas les choses à sa manière. Je commence parce que la chanson, au début, elle parle, Bien tu sûr. vois. Il y a quelques notes de musique et pour moi, la chanson, même si c'est parlé, c'est déjà s'il y a de la musique. Oui. Je ne vois pas les choses à sa manière. Comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi beaux objets pourrait-il être aussi barbare? Et là, il y a la musique. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les fées m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Mais c'est très long, hein. Je pourrais continuer, mais ça dure très longtemps. Moi, j'adore, tu sais quoi. Et ça... J'ai des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. Et tu arriveras à switcher en anglais? Tu t'en souviens en anglais? Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? I got gadgets and gizmos aplenty. Non? Ouais. Dingue. Je suis toujours ça là-dessus, j'adore. Et donc, tu peux le faire sur combien de chansons? Non, mais attends. Non, je vais pas faire. Non, mais je vais pas te demander d'autres chansons. Je sais pas, j'ai pas compté. Mais tu sais, tu t'en souviens? C'est vrai que je connais beaucoup de chansons par cœur, mais je suis pas non plus hypermnésique littéralement, tu vois. Je suis pas vraiment comme les gens qui vraiment dans genre des autistes vraiment. Je sais pas, mais tu m'as l'air quand même assez incroyable sur cette partie-là quand même. Quelque chose aussi moi qui m'a beaucoup intéressé quand je me suis intéressé plus à toi, sachant que on avait la chance d'avoir ici, c'est ton anglais. Et alors là, ton anglais, je viens de t'écouter. J'ai longtemps habité aux États-Unis. J'aurais pu fermer les yeux, écouter, me dire tiens, j'ai une Américaine en face de moi. Tu l'as appris où ton anglais? T'as pas grandi là-bas? Tes parents sont pas américains ou anglais? Il vient d'où cet anglais? Vraiment très basiquement de la télé et plus précisément de la série Friends. En fait, j'étais petite, je regardais cette série en anglais sous-titré. Mais je suis pas la seule. Hein. Moi, j'ai d'autres amis, mes amis de lycée, qui comme moi
parlent assez bien anglais et je pense qu'ils ont aussi appris via Friends. On connaît les répliques par cœur. Augustin qui te connaît bien, il te dit tu as cette part d'enfance en toi. Donc pour avoir aussi regardé un peu ce moment-là, cette enfance entre un papa mathématicien, une maman qui était l'artiste, restauratrice de tableaux. Ah oui, mais pour moi c'est manuel, c'est aussi très artistique. Quelque chose qui moi j'ai adoré quand on parlait de cette authenticité, cette honnêteté qui la tienne, c'est que ils t'ont dit très tôt la vérité sur le Père Noël. Oui, enfin pas que sur le Père Noël, ça c'est vrai que c'est un... petite souris aussi sur quoi d'autre. Bah surtout en fait, enfin, c'est-à-dire que c'est pas tant qu'ils m'ont dit la vérité, plutôt qu'ils m'ont jamais menti. C'est pas, tu vois, donc ils ont plus su à ne pas me dire de mensonges. Tu vois, c'est pas exactement le même... Mais tu comprends bien que ça n'arrive jamais, ça. Oh, peut-être tu vas me trouver encore deux copains de lycée à qui c'est arrivé, mais moi je connais assez peu. C'est vrai que c'est assez rare, en tout cas c'est vrai que j'ai grandi dans un environnement où je pense franchement que le mensonge n'existait pas. Et donc, ça a créé une grande confiance, je pense, chez moi. Une grande confiance en mes parents et réciproquement. Et je pense que ça aide à vivre bien, quoi. Enfin... Et donc, tu ne regrettes pas une seule seconde de pas avoir eu cette période d'insouciance en pensant qu'une petite souris allait venir vraiment... Bon. T'avais pas un euro quand tu perdis une dent, alors? Je me souviens plus, possible que j'avais un euro d'autres fois. Mais et probablement, ça doit être agréable de rêver un petit peu et d'imaginer des choses magiques. Mais je veux dire, en général, oui, c'est un agrément, mais dont on doit payer le prix. Si toi, tu avais des enfants, tu leur dis, tu ferais la même chose? Ouais, je pense. Oui, j'ai du mal à imaginer que je mentirais à mes enfants. Peut-être qu'il y a des situations... Tu connais le pieux mensonge, le mensonge blanc aux États-Unis? Ouais, j'en ai entendu parler. Mais c'est un concept. Non, enfin attends, moi je mens dans la vie. Enfin, faut pas charrier. C'est pas genre je mens jamais. Je suis hyper déçu. Ah bah écoute. Non. Mais je trouve que les personnes que j'aime et que je respecte, je leur mens. Je crois pas que je leur mente. Ceux à qui je mens, en général, même quand c'est dur. J'en sais rien, parce que ce serait... Si, j'exagère un peu. Si, mais en tout cas, je pense que moi, j'ai envie d'éviter de le faire au maximum. C'est ces concepts-là, c'est ces phrases toutes faites, qui t'agacent? En fait, je déteste voir des gens qui agissent d'après une phrase toute faite et qui n'ont pas d'autre explication que cette phrase toute faite qui n'a pas de sens. Et je trouve que beaucoup de choses que je vois me semblent, moi, n'avoir pas de sens. Peut-être elles en ont, alors il faut m'expliquer, parce que moi, je dis pas... quand je dis il faut m'expliquer, je le dis de façon sincère, premier degré. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on comprend pas quelque chose que ça n'a pas de sens. Mais moi, en tout cas, parfois, je pose des questions, j'essaye de comprendre des comportements ou des choses, et en gros, les réponses parfois qu'on entend, c'est comme ça, ou ça se fait pas. Ça, pour moi, c'est pas une explication, tu vois. Et ça depuis petite? Ouais. Donc ça s'est pas développé avec le temps, avec la notoriété? Enfin, disons que je pense que j'ai toujours été comme ça. Maintenant, est-ce que c'est une marque de fabrique, je l'ai plus assumé. Marque de fabrique, je t'avoue que ça me parle pas trop, parce que j'ai l'impression qu'une marque de fabrique, c'est un tampon qu'on met sur quelque chose pour qu'on sache que c'est de la marque. Et que tu construis. Tu dis, je vais rester dans ce donc pas du tout alors. Non, pas du tout. C'est pas une marque de fabrique, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours eu, mais peut-être j'osais un peu moins l'exprimer quand j'étais plus jeune. Voilà. Mais je pense que c'est aussi partiellement lié aux questions que me posait mon père quand j'étais petite, parce que lui, il est scientifique, non pas que ça exclut, enfin, je trouve très artistique aussi, mais... et donc, le principe de la science, c'est un peu de questionner les choses et de rien prendre pour acquis. Et donc, je pense que j'ai eu cette éducation-là. Donc très proche de tes parents, tu es resté assez longtemps avec eux. Ouais. J'étais proche d'eux, mais c'est aussi que j'avais pas le choix, financièrement, tu vois. Tu préfères habiter chez eux. On parlait de tes parents, mais ce moment où à 6 ans, en fait, tu vas voir une pièce, c'est un peu une révélation. On a eu quelques personnes ici qui ont eu, à ces âges-là, à peu près, Danny Boone, Gad Elmaleh, ou des moments où ils se sont retrouvés dans une pièce, ou soit avec leur école, ils se sont dit, tiens, il y a un truc, une lumière, un moment. Toi, t'expliques, en tout cas, c'est pour ça que j'aime bien, parce que c'est toujours assez intéressant pour les enfants, des gens qui nous écoutent, à quel moment, parfois, il y a
il y a des passions qui se déclenchent. Toi, tu dis que c'est cette pièce qui était un des parents une amie de mes parents, de papa, de ta maman, qui jouait Sexe et jalousie. Ouais. À 6 ans, c'est pas mal d'aller voir une pièce qui s'appelle Sexe et jalousie. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se crée. Est-ce que tu penses que c'est storytelling après, ou tu penses qu'il y a quand même quelque chose qui se passe à ce moment-là chez toi? Est-ce que je pense que du quoi? Storytelling. Est-ce qu'à un moment où tu dis maintenant, en disant avec un pour de cul, tu dis c'est à ce moment-là, ou tu sors de là, tu dis juste waouh? Bah, c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est pas, je suis sortie de là et j'ai dit waouh, mais c'est ni du storytelling après. C'est-à-dire que sur le moment, j'ai vraiment apprécié, j'y suis retournée plusieurs fois, mais c'était pas non plus une épiphanie, tu vois. T'étais dans les coulisses, c'est ça qui t'intéressait? C'est exactement, en fait. Mais à ce moment-là, ce qui m'excitait le plus, enfin, comme tous les enfants probablement, j'aimais beaucoup les spectacles. Et donc voilà, j'étais toujours fascinée par n'importe quel spectacle. Bon. Et puis là, je suis allée en voir un, donc en vrai, cette pièce de théâtre. Et j'ai eu accès aux coulisses, puisque l'ami de mes parents jouait dedans. Et donc d'avoir cet accès à l'envers du décor m'a particulièrement fascinée. Et je trouvais ça cool un peu, tu vois. Je voyais des adultes entre eux qui faisaient des blagues, qui semblaient boire de l'alcool et fumer des cigarettes. Je trouvais ça cool. Et donc, c'est vrai que ça m'a un peu fascinée, oui. Et justement, sur cette partie théâtre, ce qui m'a étonné, c'est que je t'ai plus jamais revu sur... En tout cas, peut-être que je n'ai pas bien trouvé, mais tu étais à 6 ans, tu as quelque chose qui t'a assez fasciné. Après cette école design, tu as commencé à prendre des cours de théâtre. Mmh. Et après tes premiers grands succès, je ne t'ai pas retrouvé. J'imaginerais te voir aujourd'hui. En plus, tu te souviens bien des paroles, sans être hypnomnésique, mais tu as l'impression de te souvenir très bien des paroles. Pourquoi? Et est-ce que là aussi, tu as dit non à beaucoup de choses? Au théâtre? Ouais. Non, j'ai dit non à très peu de choses, en fait. Et donc, les gens ne sont pas venus aujourd'hui te voir? On m'en a assez peu proposé. C'est pas non plus, en vrai, enfin voilà, quand j'étais petite, j'ai dit que je voulais être actrice, mais ça veut pas dire que c'était une idée fixe et que je voulais être actrice de théâtre. Tout ça était un peu vague et flou. Et c'est vrai que j'ai pas commencé ensuite quand j'ai pris des cours de théâtre. On dit cours de théâtre parce qu'il n'y a pas de cours de cinéma, mais c'est pas tant que je voulais faire du théâtre spécialement. Donc c'est pas quelque chose que j'ai recherché. Et aujourd'hui? Mais c'est vrai que... Alors, j'aimerais beaucoup en faire, mais bon, il faut... En fait, une fois, j'avais accepté une pièce qui me plaisait beaucoup, mais finalement, elle ne s'est pas faite. Metteur en scène. Mais il faut dire qu'au théâtre, moi, j'y vais peu, et souvent, je m'ennuie. Hein. Je m'ennuie vachement. Là, donc, tu vas pas... Attention, attends, je viens de dire au metteur en scène de t'appeler, là, oui, non, mais... Il y en a qui sont exceptionnels. Bien sûr, il y a des super pièces, mais comme c'est vrai que souvent, je m'ennuie, j'ai pas envie d'ennuyer les autres, quoi, parce que c'est sûr que toi, quand tu joues, t'es toujours content, t'as l'impression que c'est intéressant ce que tu fais, mais les gens dans la salle, puis en plus, c'est un peu con à dire, mais moi, je suis mal assise. Donc, c'est vrai que le théâtre, non, mais pardon, c'est important quand même d'être un peu confortable, ou au moins, il faut que le truc soit génial, quoi, qu'on regarde si on est mal. Donc, moi, souvent, je suis, bof, j'y vais un peu entrer dans les pieds, mais c'est vrai que parfois, il y a des choses merveilleuses. En plus, t'es très grande, donc en plus, très grande. Donc, on parlait de ce moment où tu as été, après le lycée, tu as été serveuse à Vivienne. Alors, quartier Vivienne, c'est pour ceux qui ne sont pas de Paris. C'est un quartier de Paris où il y a un certain nombre de bars et de restaurants. On est en 2012, année importante, parce que il se passe quelque chose qui va être totalement transformateur dans ton existence, tu me dis, si tu m'arrêtes, qui est là, le Grand Journal et Miss Météo. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce moment-là de Miss Météo, c'est que toi, tu l'as dit après, mais peut-être tu le pensais sur le moment, entre Miss Météo et juste tourner dans un film, tu prendrais 99 fois sur 100 Miss Météo, que c'était pour toi... Ah, pas 99, c'était clair, quoi. Ah oui, bien sûr, c'était exactement... c'est vrai que j'ai eu une chance folle parce que j'ai eu le travail que j'aurais rêvé d'avoir. Mais vraiment, avant que je sois prise pour ça, tu m'aurais dit quel est ton job de rêve? J'aurais dit Miss Météo. Mais pourquoi? Enfin, Miss Météo sur Canal+, pas Miss Météo dans l'absolu. Mais dans le Gros Journal Canal+. Pourquoi? Voilà, parce que il me semblait que c'était un job qui réunissait beaucoup de choses que j'aimais faire et peut-être que j'avais aussi les possibilités de faire, quoi. Donc... ça me semblait pour moi le job de rêve, et d'ailleurs c'était le cas. Et raconte-nous, à nouveau, pour les gens qui se souviennent de ces Miss Météo, qui ont été pour un certain nombre connus, en tout cas qui ont fait après, on parle de Louise Bourgoin et souvent également, il y a Charlotte Lebon, je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont pris des très belles directions après, mais c'est quoi le processus de sélection à l'époque? Vous étiez combien? 300, 400, c'est ça? Non, en fait, franchement, je ne sais pas du tout. Et je pense surtout que c'était différent à chaque fois. Parce que moi, ça ne s'est vraiment pas passé comme ça. Hein. Raconte. Moi,
En fait, j'ai reçu au mois de janvier, donc la rentrée de télé, c'est fin août, donc très en amont. J'ai reçu au mois de janvier un coup de fil d'une femme qui s'appelle Christelle Graillot, qui était la chasseuse de tête à l'époque de Canal+. Tu connais? Elle est très connue. C'était là, personne n'a plus connu à Canal+. Voilà, c'est ça. Et donc, elle avait entendu parler de moi à cette époque par Jonathan Cohen, parce que Jonathan n'était pas connu du tout, et on traînait ensemble, on était une bande d'amis, et voilà. Et donc, Jonathan avait dit à cette femme, Christelle Graillot, « Ah, il faut que tu rencontres ma copine Doria. » Comme ça, quoi. Et donc, elle m'avait appelé en me disant « Jonathan m'a dit que je devais vous rencontrer. » Bon. Et je suis arrivée dans son bureau le surlendemain, en lui ayant envoyé, comme elle me l'avait demandé, des vidéos de moi. Et j'avais seulement 2 vidéos qui étaient moi en train d'imiter des actrices, tu vois, des trucs que j'avais filmés pour le cours de théâtre, pour faire des sketchs. Et je suis arrivée dans le bureau, elle était hyper conquise déjà par ce qu'elle avait vu. Elle m'a demandé de me présenter, elle m'a dit qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je dis comme on est chez Canal+, j'aimerais bien peut-être passer le casting pour la météo parce que j'aimerais bien. Et elle m'a dit mais non, mais je vous arrête tout de suite, c'est une évidence. Enfin, elle était très convaincue que j'étais la bonne personne, quoi. Pour ça? Ouais, mais c'est pas elle qui décidait. Elle était juste. Donc elle a suggéré que j'écrive 10 météos et qu'on les filme. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, j'ai eu du temps. Enfin, tu vois, comme c'était en janvier, je suis rentrée chez moi, j'ai eu 2-3 mois, quoi. J'ai écrit 10 météos comme ça. On les a filmés dans un petit studio. Et ça a été ça, mon casting. J'ai été prise, j'ai pas... Qui a décidé à la fin, à l'époque? Michel Denisot? Je pense qu'il n'y avait pas que lui, ils étaient plusieurs. Enfin, il y avait Renaud Levanquim, le producteur du Grand Journal. Michel... j'imagine aussi peut-être les gens de la chaîne, je sais pas, Ariel Saraco, je sais pas qui à l'époque, mais en tout cas moi voilà, c'était ça mon casting. J'ai pas été avec mon sac à dos faire la queue avec d'autres filles, donc j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Tu me parlais tout à l'heure de Jonathan Cohen avec ta petite bande. Tu vois, parfois Danny Boone me disait, par exemple, il s'était vu qu'il était au cours Simon, lui, qu'il était certainement vu comme le meilleur. C'est pas lui qui me le disait, c'était quelqu'un qui était avec lui à ce moment-là, qui disait que c'était le meilleur du cours. Toi, les gens trouvaient que tu étais plus drôle que les autres, tu étais plus insolente, tu étais meilleure dans les imitations. Je pense que tu es très, très bonne dans l'imitation. C'est quoi qui ressortait pour que cette femme-là, quand elle te voit, elle dit c'est pour toi? Non, elle m'a vu parce qu'elle a vu les vidéos. Oui, c'est pas en me rencontrant. Oui, d'accord. Déjà, elle avait vu un truc. Oui, c'était. Je pense que quand j'étais en cours de théâtre, enfin, il faudrait vraiment demander à mes camarades, mais sans fausse modestie. Je pense que j'étais bonne, mais pas non plus. Je pense pas que je ressortais du lot. Mais je pense que effectivement, j'avais en moi une envie de faire rire et d'écrire aussi. Mais tout ça va ensemble, même jouer. Enfin, je veux dire, c'est pas genre une case t'écris, l'autre case tu réalises et l'autre case tu joues. Ouais. C'est un tout. C'est ça que t'aimais. C'était de l'écriture et du jeu. C'est ça que tu dis. Ouais. Et je pense que quand j'ai commencé à écrire un peu mes trucs, aussi comme actrice, je me suis plus ouverte. Révélée. Pourquoi toi qui aimais autant ce moment-là, au bout de 2 ans, parce que c'est quand même assez court, Miss Météo, pour certaines, toi c'était 2 ans, pourquoi tu pars alors que c'est ton job de rêve? C'est pas la même équipe qui est derrière? C'est que t'as fait le tour? Franchement, c'est que t'as fait le tour. Enfin, c'est-à-dire c'est mon job de rêve, mais tu fais pas ça pendant des années. Enfin, 2 ans c'est court. Ça pourrait être court. Écoute, moi j'avais l'impression que déjà au bout d'1 an, j'avais failli arrêter. Enfin, j'étais pas sûre de recommencer parce que c'était génial, mais déjà c'était très stressant. Ouais. Franchement, tous les jours, innovant tous les jours. Ouais, là j'ai regardé un documentaire sur les 50 ans du SNL. C'est donc une émission que j'aime beaucoup. Donc il y a une émission américaine le Saturday Night Live. Que M6 ça a tenté. Tu te souviens? Oui, c'est vrai. M6 avait tenté de le faire. Ça passe facile. Et donc, je regardais cette émission et il y a une chanson qu'ils font donc à l'occasion de l'anniversaire où ils parlent c'est every person who works at SNL has anxiety. Donc chaque personne qui travaille au SNL a de l'anxiété. Et le refrain, c'est sur l'état des toilettes là-bas parce que genre tout le monde a la chiasse, tu vois. Tous les jours, c'est ce qu'ils disent. Moi, bon, c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai eu de l'anxiété, quoi. Et donc, surtout la première année. Et la deuxième année, ça allait mieux, mais en fait, la deuxième année, j'avais vraiment l'impression que j'avais fait le tour, que j'allais rien proposer de nouveau. Ton stress, ton anxiété, c'est que tu disais, je vais pas les faire rire ce soir. Ouais. C'est que tu pensais, et tu sortais parfois, tu savais que t'étais
un peu comme quand les comédiens de théâtre sortent de ça en disant, ils savent eux-mêmes, toi tu vois une fois la pièce, donc tu penses qu'ils sont bons, mais eux ils savent très bien s'ils ont été bons, très bons. Toi, la même chose quand tu sortais de cette représentation, qui était une représentation de quelques minutes. Oui, bien sûr. Tu sentais quand tu... Oui, mais bon, les gens aussi. Enfin, je veux dire, après, c'était pas tant, je vais pas les faire rire ce soir, tu vois, je suis pas non plus un clown. C'était soit je vais pas faire rire, soit je vais pas être intéressante. Enfin, et surtout, de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais faire arriver pendant 2 minutes 30 à divertissant. T'écrivais toute seule ou t'avais quelqu'un? J'avais un co-auteur, Bertrand Delair, avec qui on écrivait tous les matins pour le soir, mais c'est quand même la pression, tu vois. Enfin, je sais que... voilà, c'est 2 ans, c'est bien. 2 ans, c'était bien. Et du tout, dans ces 2 ans, c'est quoi le personnage? Parce que, de nouveau, pour ceux qui ne se souviennent pas forcément, c'est il y a 10 ans, plus de 10 ans d'ailleurs, sur Canal+, tout le monde ne les a pas forcément vus. Allez les voir, pour certains, sont certainement sur les YouTube existants. Mais toi, tu faisais beaucoup de parodies, d'imitations? Ouais, de personnages. De personnages. Pas forcément imitations, mais des personnages. Tu avais des imitations et puis des personnages que tu créais. On parlait de Pippi Malone. C'est lequel qui t'a le plus habité, celui qui t'a le plus amusé à faire? Franchement, j'aimais de toute façon faire des personnages, quels qu'ils soient, et il n'y en a pas. Mais je pense que peut-être un peu... j'avais un personnage qui s'appelle Marie Cristal, un personnage de cagole, avec l'accent du Sud, avec des mini-jupes très courtes et tout, très haute en couleur, je dirais... et très sympa, enfin moi je l'adorais quoi. Ah, c'est celle-là qui... je crois, Marie Cristal. Marie Cristal. Déjà pour trouver, j'en connais pas beaucoup des Marie Cristal. Donc celui-là, c'est celui qui t'a amusé le plus. Et puis dans les imitations, il y avait des... Parce que tu avais fait Monica Bellucci, tu avais fait Marion Cotillard, c'est ça? Ouais, dans les imitations, je sais pas... Oui, ça doit être ces deux-là. C'est difficile parce qu'en fait, les imitations, au moins quand tu caricatures quelqu'un qu'on ne connaît pas, on s'imagine, on n'arrive pas à voir la... Ah oui, on ne peut pas dire tu l'as mal imité. Là, oui. Là c'est un peu plus compliqué. Tout à l'heure, je parlais de cet anglais. Cette question avec l'anglais, c'était aussi cette capacité que tu aurais pu avoir ou que tu as aujourd'hui de t'exporter. Comme certains ont parlé de Marion Cotillard, a réussi extrêmement bien. Omar Sy, il y en a quelques-uns qui ont pris cette voie-là. D'autres qui n'ont pas du tout voulu la prendre. Jean Dujardin n'a pas du tout voulu la prendre. Parfois, c'est le niveau d'anglais qui pose un souci. Parfois, c'est les opportunités. Parfois, c'est la volonté de vivre ailleurs. Toi, tu as la jeunesse, tu as le talent, tu as l'anglais. Qu'est-ce qui fait que je ne te retrouve pas aujourd'hui en disant, tu sais quoi, l'année prochaine, je passe 2 ans à Los Angeles? Enfin, c'est un cumul de plusieurs choses. En fait, il n'y a pas une raison, tu vois. C'est pas c'est pas A, B ou C. Mais bon, déjà, pour commencer, quand bien même je voudrais, enfin, disons que pour tenter le coup, il faut le vouloir énormément. Pour prendre c'est-à-dire, parce que pour y aller, il faut tenter le coup. Tenter le coup, c'est pas, tu claques pas des doigts, tu tournes dans un film hollywoodien, quoi. Je veux dire, donc, faut se lancer, faut y aller. C'est beaucoup d'investissement, en fait. Et moi, c'est pas un rêve au-delà de tout. D'accord. Donc, il faudrait que je renonce à tout ce que j'ai ici pour aller m'installer à Los Angeles dans l'espoir que peut-être ça marche. Ah non, mais ça va pas. Non. En fait, le risque vaut pas la chandelle, ça. Ah non, ouais, pas du tout pour moi. Mais parce que j'aime bien ma vie ici, je vois pas. Enfin, oui, c'est pas. Ce serait cool. Disons qu'on m'apporterait sur un plateau de tourner dans un film hollywoodien. Oui, je serais contente de le faire, c'est amusant, c'est sûr que c'est des moyens fous, c'est des films souvent qui sont excitants et bien sûr, ça m'amuserait. Mais non. Donc en fait, pour les gens qui nous écoutent, il faudrait qu'un réalisateur américain m'apporte sur un plateau, directement, te dise, tu n'as pas de casting à faire. Si, je serais OK pour faire le casting. Je serais OK pour faire le casting. C'est cool. Ouais, je serais OK pour faire Attends, ça dépend, il faut que je lise le script quand même. Non, mais attends, ça c'est aussi un truc qui est marrant, c'est qu'à un moment quand même, j'ai passé quelques essais pour des trucs américains, des trucs anglophones. Pour des séries, tu vois, je sais pas... Mais en fait, c'est bizarre parce que tu vois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc il y a une cellule dans mon agence, même si dans mon agence française, il y a une cellule internationale. Qui s'appelle ton agence? Adéquate, ça s'appelle. Et il y a une cellule internationale. Et donc parfois, tu as un coup de fil d'une fille qui s'occupe de l'international et qui te dit « Ah bah tiens, je vais t'envoyer des essais pour telle série, un truc que tu connais pas ou parfois que tu connais, mais voilà. » Et donc, tu dois envoyer une vidéo de toi en train de te filmer et de dire des trucs en anglais. Bon, ce qui est bizarre, c'est que en France... On t'envoie un scénario et on dit... Enfin, parfois, il y a un casting aussi, mais déjà, on te demande est-ce que tu veux le faire ou non.
Alors que dès que c'est en anglais, c'est genre comme si c'est le Graal, les gens le monde absolu. Passer les essais. Donne de l'argent pour le faire. Je t'ai donné les là. Bon, et c'est vrai que je me suis retrouvée à faire des tapes, comme on dit, donc des vidéos où j'avais juste 2 pages de texte, donc t'as pas lu le truc. Et en plus, en fait, quand j'y réfléchissais, je me disais, mais attends, mais je trouve pas ça bien. Mais en fait, je me posais pas la question, est-ce que c'est bien ou pas ? Parce que c'est tellement genre, l'opportunité. Donc voilà, maintenant, évidemment, il y a plein de trucs anglo-saxons qui sont super et que j'aimerais faire, hein, bien sûr, c'est pas du tout genre je crache dessus. Mais franchement, de toute façon, j'ai pas été prise pour pourquoi j'ai passé les essais. Ouais. Voilà. Et tu te poses, voilà. En tout cas, tu ferais pas l'effort nécessaire pour... J'ai l'impression qu'à moins d'avoir une chance folle, il faut faire un effort, effectivement. Ouais. Ah oui, c'est certain. Et que j'ai pas envie de mettre là. Mes efforts, je préfère les mettre ailleurs, parce que chacun, tu vois... Bien sûr, non, mais tu le sais, ce que tu as réalisé, ce que tu as réussi à faire, c'est parce que tu as beaucoup travaillé pour y arriver. Donc, ta question, c'est est-ce que tu serais capable ou avoir l'envie de travailler pour faire un Iris américain, ou pour ça, il faut passer du temps là-bas, il faut quitter, c'est vrai. Mais il faudrait que je comprenne... Quel serait l'intérêt pour moi ? Je vois pas. Le pourquoi. Oui, pourquoi je ferais un release américain ? Pour l'argent, je sais pas, parce que si c'est pour l'argent, bon, j'avoue que je serais contente d'en avoir, mais est-ce que toucher plus de gens, ça pourrait être utile ? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as un message est-ce que tu penses Iris, c'est peut-être pas le cas. En tout cas, dans ta filmographie, il y a certains films ou ta série qui portent un message. C'est vrai, t'as raison. Parce que franchement, ce serait le bon argument. Tu as bien... Je commence à te connaître. Mais franchement, ça me paraît... Disons que ça me paraît trop... hypothétique, c'est ça ? Oui, ça me paraît trop hypothétique. C'est trop abstrait. Est-ce que toi... je vois pas pourquoi... Est-ce que toi, en plus de ça, ton authenticité aurait du mal à vivre dans un monde de superficialité. C'est vrai, je pense fort. que l'expérience que j'ai des États-Unis, mais bon, je connais pas non plus super bien, hein, mais le peu que je connais, j'avoue que j'ai pas l'impression que je m'y sentirais très bien. Ouais. Tu crées peut-être ta petite cellule. Oui, forcément, partout où on va, c'est ce qu'on fait, mais quand même, autant choisir un environnement qui est le plus adapté. Et dans les gens que tu estimes beaucoup, actrices ou acteurs, qui pour toi a vraiment réalisé cette évolution ? De passer de France aux États-Unis, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Hein, donc, déjà, si je devais citer tous ceux qui l'ont fait, ça ne fait même pas les doigts de ma main. Ouais, ça doit beaucoup. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas forcément le Graal absolu. En fait, pour moi, ça ne veut rien dire. Ce qui m'intéresse, c'est les films que tu fais. Après, c'est vrai que souvent, il y a des films... aux États-Unis, ils font des films magnifiques, c'est vrai, mais il y en a aussi en France. Donc, je veux dire que ce soit en français ou en anglais... Tu touches plus de gens. En fait, moi, ma question, c'est ça, là, c'est quoi le pourquoi d'une comédienne ou d'un acteur ? Alors, là, c'est là où je te rejoins. C'est vrai, quand tu écris, tu vas écrire justement pour passer un message. La plupart du temps, et Iris, je pense que c'est un message qui est posé. Pour si j'allais plus loin que ça, tu vois, c'est pas pour l'argent, mais tu vois, c'était plutôt pour... C'est les États-Unis, ça. Et on en parle beaucoup en ce moment, évidemment, avec les États-Unis et les difficultés en tout cas, qui peuvent exister entre les États-Unis et le reste du monde. Il reste que pour beaucoup de gens, les États-Unis restent une sorte de soleil, d'endroit où les gens veulent réussir. Voilà, parce qu'il y a une culture quand même qui est très américanisée, quoi qu'on en dise, dans beaucoup de pays. Bien sûr, c'est vrai. Moi, je dirais plus que c'est quelque chose qui m'effraie un peu, mais j'ai pas vraiment... je pense que c'est... instinctif, tu vois, j'ai pas d'argument exactement pour te dire, mais ça me paraît trop grand, trop loin de moi. Encore une fois, je dis ça, si on m'apportait sur un plateau, on me dit, tu veux faire ta série, peut-être je le ferai. Enfin, je sais pas, honnêtement. En fait, c'est pas trop une chose à laquelle je pense, donc c'est pour ça que mes réponses sont un petit peu, tu vois. Je sais pas. Si t'as pas été confronté. C'est pas... Mais tu serais pas prêt à prendre le risque. En fait, le risque, opportunité, est pas assez... Le ratio est pas assez bon pour le faire. Ouais. Non, mais c'est, encore une fois, j'aime cette honnêteté. Parfois, quand j'écoutais, quand je regardais, quand je parlais, je trouvais parfois qu'il y avait cette quête de perfection, d'absolu parfois, dans des choses qui peuvent être de ne pas comprendre un message ou un mot ou un cliché, qui fait que parfois, tu peux te retrouver seul, en fait. Tu vois, moi, je prends mon exemple de ma maman, que j'aime d'amour. Mais ma maman, c'est... une quête de perfection assez quotidienne. Donc, au bout d'un moment, c'est... Elle est en quête de perfection. Assez quotidienne. Et donc, parfois, c'est... Tu vois, des choses qui pourraient paraître OK, en fait, mais non, ce n'est pas OK. Que ce soit quelqu'un qui ait pu parler d'une certaine manière, quelqu'un qui n'ait pas parlé de cette manière. Enfin, donc, il y a un côté, parfois, où elle peut se retrouver
triste. Pas parce que le monde est absolument terrible, mais parce qu'il n'est pas aussi bien que ce qu'elle pourrait imaginer. Et quand je voyais, je me disais, il y a un peu de ça aussi. Il y a cette quête de perfection qui doit être, c'est peut-être pas le bon terme perfection, mais qui doit être parfois dur à porter. Bah, c'est vrai que, comme ça, spontanément, j'aurais dit c'est pas le bon terme, mais en même temps, peut-être que ça l'est, même si j'ai pas l'impression d'être en quête de perfection, mais en même temps, c'est vrai que j'ai une grande tendance à voir beaucoup de détails, et donc aussi beaucoup de détails qui ne vont pas. Enfin, souvent, en tout cas, moi, je m'attarde, mon œil s'attarde et ma pensée s'attarde sur ce qui ne va pas, puisque c'est ça qu'il faut régler. Et c'est vrai que j'ai ce défaut ou cette qualité, parce que ça permet aussi de faire des choses bien. Mais c'est pas agréable, franchement. Mais tu veux pas le changer? Peut-être qu'on peut le changer, mais en tout cas, j'ai pas... Non. Je sais pas comment faire. Et donc, pareil, je me dis, ce serait un trop gros effort, sûrement, pour pas de résultat, tu vois. Thérapeute? Oui, mais bon, j'avoue que... T'as essayé, toi? Non, j'ai été... Non, j'ai jamais... j'ai été... Genre, il y a un psy, j'ai été le voir 2 fois. Mais après, c'est pas que je voulais pas y retourner, c'est que j'arrivais pas à reprendre de rendez-vous. C'était un peu... Là, c'est le risque, le ratio risque-opportunité. Ouais. Mais bon, j'avoue que j'ai jamais... En fait, les gens autour de moi qui voient tes psys, c'est horrible parce que s'ils m'écoutent, c'est mes amis, mais bon, si ça leur fait du bien, tant mieux. Mais moi, j'ai pas eu l'impression spécialement que... voilà, il n'y a rien d'évident. Donc, je pense que c'est... En tout cas, la personne que tu as vue n'a pas été forcément... J'ai pas l'impression que la personne... pas transcendé pour que tu trouves le prochain... Non, et j'ai pas eu le sentiment que la personne allait nettement mieux ou se sentait nettement mieux. Maintenant, je suis pas du tout en train de dire la psychanalyse, ça sert à rien. Pas du tout. Je pense que... Il y a un nombre de personnes qui en ont besoin. Je pense aussi... Bien sûr, et puis même des gens qui n'en ont pas besoin, peut-être... Pour en avoir besoin. Mais, et puis peut-être que je vais en faire une demain. Mais c'est pas comme... disons que le résultat n'est pas assez... évident et net pour te dire ok, j'y vais et vas-y 2 fois par semaine je vais là, c'est galère, tu vois. Voilà. Mais c'est un peu comme, de cette manière, c'est un peu comme les États-Unis, c'est dépend pourquoi le faire, c'est pourquoi. Ouais, j'imagine pourquoi on fait tout ce qu'on fait, c'est pour aller mieux. Oui, mais peut-être que toi tu ne penses, soit tu penses que ça ne t'aidera pas à aller mieux, ou peut-être que tu sens que ça va bien. Tu vois, non, je pense que je pourrais aller mieux, en tout cas, ça c'est sûr. Je pense pas que... Mais c'est vrai que je suis un petit peu sceptique. Mais c'est aussi peut-être que j'ai la flemme. C'est un petit peu un mix des deux. Et l'amour ? L'amour, est-ce que ça aiderait à aller mieux ? Oui, l'amour, ça fait toujours aller mieux, ça c'est sûr. Et donc, est-ce que ça, la notoriété dans ces sujets d'amour, de le plus 1, la personne qui est à côté de toi, est-ce que ça a changé les choses entre le avant-après, le avant 2012, le après 2012 ? Est-ce que les gens te voient pour cette authentique femme où ils voient celle qui a du succès? Est-ce que tu as senti, ou est-ce que c'est compliqué, c'est devenu plus complexe après? Certainement, non? C'est un peu dur de répondre à cette question parce que je dirais que dans mes relations intimes, amoureuses, non, j'ai pas senti de différence, mais si, j'ai senti des différences, mais aussi parce que j'avais grandi. C'est-à-dire qu'entre, oui, je veux dire, n'importe qui, entre il y a 12 ans et maintenant, ça a changé. Donc, c'est très dur, en fait, de savoir ce qui est dû à quoi. C'est pareil quand tu vas voir un psy, même si j'en ai pas vu. Oui, 10 ans après, t'es différent. Mais est-ce que c'est la psychanalyse qui t'a fait évoluer ou juste ce que t'as traversé dans ta vie? Donc j'arrive pas à détricoter vraiment. T'inquiète pas. T'as bientôt monté complètement. Ne tombe pas. T'inquiète pas. Donc c'est dur à savoir ce qui est vrai. Mais ça, c'est pas l'amour. Oui, on va dire que j'ai noté une différence dans la plupart, dans la façon dont les gens m'approchent. Mais pas toujours, pas tous, hein, mais en tout cas, c'est vrai que... Ceux qui te reconnaissent. Non, mais je veux dire, quand tu te fais un peu draguer, tu vois, même si franchement, je me suis jamais fait beaucoup draguer, ni avant, ni maintenant. Mais en tout cas, voilà. Mais... Tu te fais pas beaucoup draguer? Non, je me suis jamais fait beaucoup draguer. En tout cas, c'est vrai que je me suis jamais fait beaucoup draguer, et je crois que je me suis fait moins draguer après 2012 qu'avant. Et c'est pas parce que genre d'un coup j'étais vieille, quoi. Non, tu l'es toujours pas. Mais c'est quoi? Il y a une certaine crainte de voir ça, j'en sais rien. Ça, t'as pas essayé de l'analyser? Oui, peut-être qu'il y avait une petite crainte, une petite appréhension de. Mais honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que les gens ils me trouvent moche. Je ne répondrai pas à ça.
Je vais continuer parce qu'on est en 2012, on a une autre pause amicale, quelqu'un qui est important pour toi et ça va te faire très plaisir de l'entendre. Et on va parler justement un peu de... Imagine, je connais pas. Allez, juste le nom de sa voix, tout de suite, on écoute. Oui, bonjour Doria, j'ai beaucoup d'estime et d'affection pour toi comme un vieil oncle, comme tu le sais. Et je pense que ton audace au service de ton talent vient de tes doutes. Et ça te donne une énergie et une créativité exceptionnelles. Qu'en dis-tu ? Vous avez 3 heures. Michel. C'est comme on a parlé d'amour, mais non, on parle des doutes. Merci Michel Denisot. Donc c'est lui qui était le présentateur quand tu rentres au Grand Journal, qui, je sais que tu as une affinité forte pour lui, et Michel. On l'écoute bien, il a pris un peu de son temps pour poser cette question. Trop sympa. Merci Michel. Est-ce que mon audace vient de mes doutes ? C'est une bonne question. Franchement, j'aurais jamais dit ça, là, spontanément. Mais je pense que tu vois, de la même façon que je dis je suis pas trop dans l'analyse, moi je vais pas voir de psy. je pense que je suis pas très bonne pour, tu vois, analyser les choses et voir d'où viennent les choses. Et peut-être il a raison. En tout cas, je pense que peut-être j'ai envie de transmettre mes doutes, parce que je trouve que douter, c'est-à-dire que en fait, douter, c'est chercher la vérité, quoi. Et ne pas douter, enfin, c'est pas que c'est pas bien. Il y a des choses sur lesquelles je doute pas. Je sais qu'un et un font deux, et franchement, j'ai assez peu de doutes sur ça. Mais voilà, je trouve que douter, c'est réfléchir, c'est exister, quoi. Et parfois, je trouve que les gens, ils doutent pas assez. Donc peut-être que j'ai envie de transmettre ça, je sais pas. Est-ce que mon audace vient de mes doutes ? Putain, c'est profond. C'est 3 heures, il nous a donné 3 heures, on est à 5 minutes. Non, mais tu vois, il faudrait que... C'est ça, il faudrait peut-être qu'il faudrait quand même que je fasse une analyse pour être meilleure en interview, tu vois, parce que... Je pense que ce serait pas la bonne raison pour faire une analyse. Mais tu doutes beaucoup, toi ? C'est pareil. Alors, là, tu peux partir sur oui, dire oui, puis dire non après. Oui, c'est-à-dire je pourrais dire aussi bien oui que non. C'est-à-dire que des gens pourraient dire de moi que je suis assez sûre de moi et que donc, voilà, c'est-à-dire, c'est pas les autres qui me font douter, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que moi, si je suis pas d'accord avec quelqu'un, c'est pas parce que je suis seule contre tous que ça va me faire flancher, forcément. Ouais. Même si, bien sûr, ça va faire remettre en question. Apparemment, si tout le monde dit autre chose que toi, c'est peut-être que bon. Mais c'est pas ça qui me fait douter. En revanche, naturellement, oui, je dirais que je doute de presque tout, comme de façon un peu scientifique, tu vois. Est-ce qu'il y a, toi, quelques rencontres qui ont été marquantes dans ton existence ? Tu dis juste, à ce moment-là, ce jour-là, j'ai bien fait de me lever à cette heure-là, j'ai bien fait de faire ça, j'ai bien fait d'appeler, j'ai bien fait de rencontrer, qui ont changé ta trajectoire de vie ? Oui, mais je dirais pas ces gens, ce jour-là, j'ai bien fait, c'est des choses, enfin... Donc le destin t'a fait rencontrer ces gens-là ? Bah, tu sais, moi, le destin, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, oui, bah, de toute façon, oui, il y a des... Je pense, en tout cas, qu'il y a... Parce que là, je pensais que c'est quelqu'un, mais c'est plus quelque chose, en fait, tu vois, qui est assez... Pardon, je réfléchis, mais des gens qui ont changé mon existence, oui, des hommes avec qui j'ai été. D'accord. Oui. Des amoureux. Oui. Bon, mes parents, mais ça, c'est pas des rencontres, quoi. Et c'est vrai aussi que quand j'étais... Non, j'ai pas eu... Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, de mes 12 ans à mes 20 ans, je passais tous mes étés dans ça s'appelle un ranch au bord de la mer, tenu par un monsieur qui s'appelle Jeannot. Et donc, oui, ça, c'était une rencontre très importante pour moi parce que c'était un univers tellement différent du reste de ma vie que ça, oui, je pense que c'est assez fondateur aussi de ce que je suis, parce que très jeune, j'étais dans un univers de travail et d'adulte un peu, et absolument pas citadin. Donc, quelle région, quelle ville avec Jeannot ? Ça, c'était... c'est une station balnéaire qui s'appelle La Franquie, qui est entre Narbonne et Perpignan. D'accord. Donc, en 2017, ouais. Donc là, il y a un film. En 2017, d'accord, ok. Un film. Tu vois à peu près le film ?
C'est Monsieur et Madame Adelman. Exactement. Ouais, ça. Donc, énorme succès, très grand public. De nouveau, une population qui ne te voyait pas forcément sur Canal+, là, te remarque. Ce film a un succès incroyable. Tu le co-écris. Ouais. Là aussi, on en parlait tout à l'heure de ce que tu aimes faire. Et parfois, quand tu n'as pas, c'est toi qui l'as écrit. Ça a duré assez longtemps, là, parce que tu pars de 2014. Et là, on te retrouve 3 ans après. Donc, long d'écriture, c'était... Mais non, en fait, ça a duré très peu de temps. Mais en fait, je suis partie de Canal fin 2014. On l'a écrit très vite, le film, mais après, le film, le temps que ça se monte, peut-être qu'il est sorti en 2017. Alors, il faut bien comprendre, pour les gens qui ne connaissent pas bien le monde du cinéma, c'est un monde assez spécial où, globalement, il y a un délai assez souvent très long entre le moment où tu tournes un film et le moment où il est distribué. Donc ça peut être 9 mois, 1 an, 15 mois. Donc c'est pour ça que parfois 2017, c'est que tu l'avais terminé en 2016, vous l'aviez. Donc c'est ça qui. Ouais, en fait, ça doit être des délais, tu vois. Non, tout s'est fait assez rapidement en fait. Et donc là, les gens, ça y est, on se posait la question à ce moment-là, en tout cas peut-être la profession de est-ce que Doria Tillier sera également une comédienne et pas uniquement une animatrice Miss Pardon, Météo. Je souris parce que j'imagine les gens en train de se poser la question. Genre, putain, est-ce que Doria Tillier... Alors, mais il y en avait certains, certainement. Je suis sûr que dans la profession, peut-être pas le grand public, des gens comme moi, peut-être ne voient pas trop la différence. Mais je pense que dans la profession, il y a toujours une question. Surtout que quelques années avant, on avait Louise Bourguin qui avait Kenan. C'est vrai que d'autres Miss Météo ont été actrices, bien sûr. Et donc toi, tu le vois à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tu vois, voilà, tu es très heureuse de le faire. Tu es nommée au César, je crois, sur ce film-là. Donc, un grand succès. Tu étais heureuse, je suppose, non? Oui, mais c'est vrai que, en fait, c'est comme souvent des choses dans la vie, tu vois, qu'on désire. Elles arrivent, comme elles tombent pas du ciel, on les apprécie pas comme si elles arrivaient d'un coup, en fait. Donc, il n'y a pas de moment où d'un coup on se dit « Ah !» c'est-à-dire c'est un pas après l'autre. Donc, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... C'est devenu normal, tu vois ce que je veux dire? T'écris un film, tu passes des mois à l'écrire, quand t'as fini de l'écrire, ça fait des mois que tu l'écris, qu'il avance petit à petit, donc t'as pas genre « Ah, c'est trop bien !» tu vois, parce que chaque jour, c'est un petit... Et pareil... j'étais contente. Je n'avais pas non plus l'impression d'être arrivée, tu vois, à quelque chose. De toute façon, je ne sais même pas où je veux aller, pour commencer. Donc, tu sais plus maintenant ou pas? Ouais, un peu... En fait, j'ai pas d'objectif. En fait, oui, je sais ce que je veux faire, mais il n'y a pas de, de point d'arrivée. Tu veux pas être forcément césarisé. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas un objectif. Voilà, c'est ça, il n'y a pas d'objectif. C'est pas dur de ne pas avoir d'objectif dans une existence? Je crois pas. Je crois au contraire que c'est plus agréable parce que j'ai l'impression que quand on a un objectif, et quand on l'a atteint, alors quoi? C'est horrible. On croit qu'en fait, ça apporte pas de satisfaction d'atteindre ses objectifs. Ton point, c'est qu'après, tu développeras un autre objectif qui sera un peu plus élevé et en fait, ce sera jamais assez, ça que tu penses? Non, je pense simplement que quand on a un objectif, enfin, ça m'est déjà arrivé d'en avoir, et une fois que je l'avais atteint, je me sentais pas plus heureuse. Alors c'est très déprimant parce qu'on se dit ah merde, j'ai atteint mon objectif et je suis même pas plus heureuse. Donc alors c'est très déprimant quoi. Mais honnêtement, c'est pas la raison pour laquelle j'ai pas d'objectif. Juste parce que moi je crois que ce qui me apporte de la satisfaction, du plaisir, c'est de faire. Voilà, c'est de faire, de fabriquer, d'écrire, je sais pas quoi. Donc j'ai pas, mon objectif c'est d'essayer de faire des choses bien quoi. Mais justement parlant d'écriture, comme j'en fais pas beaucoup, je prends pas trop de risques. T'aimes pas le risque là-dessus? Non, je disais comme je fais pas beaucoup bien sûr, en ce moment. Mais tu sais pas pour la raison, c'est pas parce que t'aimes pas le risque que tu le fais pas, c'est que tu es difficile dans tes choix. Ouais, je pense. Plutôt. Ouais. Est-ce que tu parlais d'écriture? Est-ce que toi tu aurais aimé écrire un livre ou t'aimerais écrire un livre? Pas spécialement. Non, je parlais d'écriture, de scénario. Après, je trouve que ça peut avoir toutes les formes. Disons que moi, je trouve écrire des dialogues ou écrire un livre... c'est différent, mais... non, pour l'instant, non, je pense pas que j'écrirai un livre. Donc, je ne vais pas faire tous les catalogues de tes films en s'arrêtant un par un. C'était ce premier film qui était un film très important. On a eu d'autres par la suite. On a parlé tout à l'heure du jeu. On parlait évidemment de La Belle Époque. Là aussi, je crois que tu étais à nouveau nommé. Ouais. C'est ça. Donc, je pense que l'accumulation avec des ambiances différentes, des metteurs en scène différents, des réalisateurs différents,
on va s'arrêter, on va faire une nouvelle pause, mais cette fois-ci, c'est pas une pause amicale, c'est une pause vérité. Une pause ennemie, tu sais. Ah, on les a trouvés aussi. Non, on est sympa. En tout cas, ceux qui voulaient pas parler, on les a pas réussi à les forcer à parler. En fait, c'est simple que cette pause vérité, c'est que on va te demander une chose que tu aimes particulièrement, comme on l'a évoqué. On va faire un jeu, je n'ai jamais. Tu connais ce jeu-là ou pas? Je n'ai jamais? Non. C'est jamais tu dois boire de l'alcool. Ouais, mais sauf que là, il n'y a pas d'alcool. Donc, on avait hésité à te mettre un verre d'eau, mais ça ne marchera pas. Donc, donc, tu vas me dire si tu as déjà fait ou si tu l'as jamais fait. D'accord. Je ne suis jamais tombée amoureuse d'un partenaire de jeu. Non, je crois jamais. Je n'ai jamais eu un fou rire à un moment hyper sérieux en tournage. Ça a dû m'arriver, oui, sûrement. Je n'ai jamais envoyé un message à la mauvaise personne en critiquant quelqu'un. Pas en critiquant, mais j'ai déjà envoyé à la mauvaise personne et franchement, c'était vraiment embarrassant parce que c'était à mon petit ami et je voulais l'envoyer à une copine et dedans, je faisais une blague, mais qui était une private joke qui sous-entendait que je trompais mon petit ami. Or, je ne le trompais pas, mais c'était pour faire écho à une blague que j'avais avec ma copine. Donc, et je l'ai envoyé à mon mec, donc c'était compliqué de lui expliquer. Il t'a quitté? Non, même pas. Il s'est dit, ok, c'est dit Doria. Je pense qu'il m'a cru, mais c'était un peu... ouais. Je n'ai jamais fait semblant d'être malade pour ne pas faire une promo. Je crois pas, non. J'ai jamais eu envie d'envoyer... Mais j'ai déjà annulé une promo en disant la vérité. Vraiment, j'ai pas envie de venir. Tu l'as fait, celui-là? Ouais. Souvent ou... Non, une fois. Parce que un truc un peu important, genre. Donc ton attachée de presse devait être très contente. Bon, j'ai pas d'attachée de presse. Enfin, je veux dire, là, j'avais pris une attachée de presse ici pour Iris, mais c'est les gens de l'émission qui n'étaient pas contents. Ouais. C'était juste avant ou c'était... C'était, juste avant, mais parce qu'en fait, c'est une émission que j'aimais pas et ça me... Tu te sentais pas à l'aise. Je me sentais t'avais dit pas oui, d'y mais tu n'aurais pas retourner. dit oui, c'est ça? Ouais, exactement. Mais au début, j'avais dit non et on m'avait forcé la main, donc j'avais dit oui, mais parce qu'on m'avait forcé la main, les gens de l'émission, en me disant... Et en fait, c'était pas ma cam. Je suis sympa, je te demande pas l'émission. Ouais, je t'aurais pas dit quand même. Mais toi, tu dis tout. J'ai jamais... Mais non, je dis pas tout. En fait, j'aurais aucun problème à dire tout. Ouais. Si les médias d'aujourd'hui n'étaient pas comme ça, à décontextualiser, tu vois. Et c'est ça qui m'empêche de dire. Sauf que toi, qui es absolument absente de tous les médias sociaux, en fait, tu le saurais même pas, en fait. Ouais, enfin, quand même, j'ai Google, tu vois. Oui, tu as Google, mais bon, ton point, c'est que tu fais partie de ces gens qui... T'es sur un seul réseau social ou rien? Toujours rien? Pas d'Instagram? Genre, j'ai Facebook, tu vois. T'as Facebook, j'ai mon vieux Facebook de l'époque. Enfin, tu vois, j'ai juste pas supprimé mon compte, quoi. Mais t'as rien d'autre, quoi. Enfin, j'ai un téléphone, c'est un réseau social, je sais pas. En tant que tel. Non, ça marche, non? Oui, mais t'as raison, c'est les gens qui t'appellent ou t'appellent, mais ça, pour toi, c'est pas un... C'est un truc qui t'agace ou que tu comprends pas, les réseaux sociaux, ou que t'as pas envie de comprendre ou... Bah, je comprends, j'ai l'impression que j'ai compris à quoi ça servait, comment c'était utilisé. Mais que t'aimes pas. Bah, disons que c'est vrai que j'aime... évidemment, tout n'est pas... bien sûr qu'il y a des choses bien dans les réseaux sociaux, je sais qu'il y a des choses bien dedans. Quoi, par exemple? C'est un peu... Là, je te donne le cliché. Là, tu viens de me faire une phrase cliché. Donc, Non, j'en sais, parce qu'on m'a déjà donné des exemples. C'est vrai, oui, c'est vrai que, je sais pas, un photographe qui veut montrer son travail sur Instagram, bon, il montre ses photos, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ou même, je sais pas, j'en sais rien, même un humoriste qui fait des petites vidéos, si elles sont bien, bah, c'est très bien. C'est pas... Enfin, j'ai rien contre le principe. Mais je vois bien et je constate bien que ça me semble autant nocif pour ceux qui le font que pour ceux qui regardent. Je trouve que principalement, ce qu'on y trouve, c'est des informations tronquées. Quand je dis informations, c'est au sens large. Ça peut même être des informations sur la vie de ta copine. Mais voilà, je trouve ça débile, quoi, franchement. Sur Instagram, on doit forcément être parfait et parfaite, tout doit être nickel, et justement, on n'aura jamais cette discussion-là, parce que sur Instagram, il y a peu de chances que les gens disent non, ça va pas très bien en ce moment, ou je dois prendre ci, les gens, ils doivent juste montrer ou alors, si justement, vision. j'ai déjà vu, parfois, ils le disent, mais si justement, c'est un statement, d'un coup, c'est moi, ça va pas bien, et voilà, c'est important aussi de dire quand ça va pas bien. Enfin, tout est statement. Tout est statement, tout est très cadré, ces gens. Si ça va pas bien, il faut vraiment que ça aille pas et qu'on parle de suicide et tout. Rien n'est nuancé, en fait. Je n'ai jamais pleuré devant une critique trop dure. Non. J'ai jamais pleuré devant une critique, non. Les critiques, le monde des critiques, c'est... Tu les lis? Ça te plaît? Oui, je les lis.
ça peut me toucher. Enfin, tu vois, je dis, si ça me fait pas rien, d'ailleurs, si ça me faisait rien, je les dirais pas. Mais franchement, ça me touche assez peu. J'y accorde peu de crédit, ça me touche assez peu. Quand elles sont positives, récemment, je n'ai plutôt eu des positives, donc ça me fait plaisir. Mais tu vis pas pour ça? Non, ça me fait plaisir, mais ça me fait même pas... Enfin... Ils vont être contents, les critiques. Non, mais ça me fait plaisir, mais bon, c'est qu'une critique, en fait. C'est que la vie d'une personne. Bon, Tu trouves que ça a trop d'influence, ces critiques? Non, parce que j'ai pas l'impression que ça avait beaucoup d'influence, pour les critiques, mais... j'ai pas l'impression que... La vie presse en tout, la vie spectateur... Ça joue vraiment, ça joue, tu penses, ça. Quand je vois 2 étoiles, je m'inquiète un peu quand même. Hein. Bah écoute, moi non, parce que vraiment je regarde, moi je regarde vraiment plus en fait, parce que je trouve que ça correspond pas du tout à mon avis. Souvent je vois que ce soit presse ou spectateur, tu t'es assez en décalage par rapport à ça. Franchement, je regarde, je les vois, mais j'y prête plus attention. On avait évoqué ça un peu plus tôt avant qu'on démarre. On parlait de Star Wars. Star Wars, par exemple, que j'ai redémarré à regarder avec mon petit de 6 ans. Pour le coup, c'est 4,5 sur 5 critiques et 5 sur 5 spectateurs. Tu vois, moi je me suis endormie alors. Non mais attends, c'est pas parce que je me suis endormie que j'ai pas aimé, parce que justement, pour pas aimer, il aurait fallu que je voie. Dire. Voilà, donc peut-être que j'aimerais bien, mais c'est vrai que c'est pas trop. La Diagonale des Fous, on est en 2021. Tu réalises, j'écris. T'écris, cette fois-ci tu c'est un court-métrage. C'est un court-métrage. C'est à Cannes que tu le... Ouais, en fait c'est un programme qui s'appelle Talent Cannes Adami, qui est... Donc c'est des courts-métrages qui sont effectivement diffusés pendant le Festival de Cannes, mais c'est pas genre... faut pas croire que c'est genre les courts-métrages sélectionnés par le Festival de Cannes. Non. Il n'empêche que des gens influents le voient. On parle de Maxime Saada. Maxime Saada qui en est le président, aujourd'hui le directeur général de Canal+. Ouais. Et là, il aime beaucoup ce court-métrage. En plus, tu as une vraie culture Canal+, par tes années précédentes. Et là, il y a une discussion qui se passe sur comment ça se passe là, on va parler d'Iris. C'est lui qui va te commander quelque chose. C'est que tu lui dis j'ai une idée. Comment ça se passe à ce moment-là? Non, j'avais pas d'idée. En fait, après, il se trouve que je le connaissais, Maxime Saada, puisque... il était là depuis quelques années déjà. Il était là les années Grand Journal. Exactement. Donc on avait des rapports amicaux, c'est peut-être beaucoup dire, mais bon, voilà. Et donc Maxime m'avait dit, il m'avait dit une première fois, il faudrait que tu nous proposes quelque chose, mais moi j'avais pas trop prêté d'importance à ce qu'il m'avait dit, quoi. Et puis il m'avait ensuite, j'avais eu rendez-vous avec lui, je savais pas trop pourquoi, j'étais convoquée, c'est pas, j'imaginais qu'il allait me proposer quelque chose, quoi, je savais pas quoi. Et il m'avait dit non, vraiment, j'aimerais que tu nous proposes quelque chose, j'ai envie qu'on essaye de travailler ensemble. Donc je m'étais dit qu'il fallait que j'essaye de saisir l'opportunité. Mais moi, j'avais rien à proposer. Je lui ai dit, donne-moi une deadline, parce que sinon, je me connais, je vais pas le faire. Et donc, il m'a donné une deadline. Et je suis rentrée chez moi, j'ai tourné mes pouces l'un en face de l'autre, et puis je me suis demandé ce que j'allais faire. Et arrivé assez proche de la deadline, en fait, j'avais rien fait. Et j'ai juste commencé à écrire. Parce que je me suis dit, bon... Raconte-nous ton processus créatif. C'est quoi? C'était un mois avant? C'était 2 mois avant? Je pense que j'avais dû le voir début septembre et que... ouais, ça devait être ça. Et que la deadline, je sais que c'était le 1er décembre. Mais lui, il s'en foutait. Il savait même pas ce que j'allais proposer. Ça aurait pu prendre n'importe quelle forme. Enfin, c'était juste... C'est dans les créations décalées de Canal+, qui te proposaient. Et donc... Non, c'était pas précisément décalé à ce moment-là, c'était une création... originale. Même pas, peut-être que j'aurais pu proposer une émission. Tout était pesable. Je pense qu'il... L'esprit Canal. Voilà, tout ça était flou, mais bon. Et donc, je me suis dit quand même... je pense que pendant plusieurs semaines, j'ai réfléchi à est-ce que je voulais écrire un film ou une série, parce que c'était quand même la fiction qui m'intéressait. Et je pense que la série me parlait un peu plus parce que je pouvais plus développer les personnages dans l'idée, encore une fois, parce que je n'avais pas d'idée. Donc c'était juste...
Et puis 2 semaines avant le 1er décembre, j'avais toujours rien écrit, donc, parce que j'avais pas d'idée. Mais je me suis dit, bon, tant pis, même si j'ai pas d'idée, il faut que j'écrive. Donc j'ai commencé à écrire une scène, tout simplement, la première séquence de la série. Et c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Et là, dans ce processus créatif, tu vas coécrire. Au début, tu écris toute seule. Tout de suite, tu sais que tu aimes coécrire. Tu sais que ça va être utile, ça va être nécessaire. Non, au début, je pensais pas que j'allais coécrire. Je pensais que j'allais écrire seule. J'ai écrit les 2 premiers épisodes seule. Enfin, une première version des 2 premiers épisodes seule. Et c'est vrai que pendant que j'écrivais le 3e épisode, ou plutôt que je l'écrivais pas, j'ai suggéré à mon amie Constance Verlucas, mais qui n'était même pas scénariste à ce moment-là. Enfin, moi non plus, mais qu'on essaye d'écrire ensemble parce que je pensais que peut-être ça marcherait bien, et ça a été le cas. Et donc ça a très bien fonctionné entre nous, et donc on a ensuite repris les 2 premiers épisodes ensemble. Et oui, c'est agréable la coécriture. Ça peut être horrible aussi, parce que si c'est pas la bonne personne, c'est carrément... et c'est pour ça que moi je pensais écrire seule, parce que c'est compliqué de trouver la bonne personne. J'ai eu la chance avec Constance, j'ai eu la chance à Canal aussi avec Bertrand Delair, mais bon... C'est pas forcément... C'est rare. Le match est compliqué. Donc cette série dont on a déjà parlé va gagner donc un prix du Festival de la fiction à La Rochelle, le prix du 26 minutes, parce que c'est des 26 minutes ton format. T'étais heureuse avec ce prix? Tout à l'heure on parlait des critiques où tu n'étais pas très positive sur l'intérêt des critiques. Est-ce que le système des prix, que ce soit les Césars, que ce soit des festivals, est-ce que pour toi c'est important, ou à nouveau c'est pas un truc essentiel pour toi? Ouais, c'est pas essentiel. Après, les critiques non plus. C'est pas essentiel, mais je dis pas que ça compte pas. Ça me fait plaisir, les bonnes critiques, et les prix, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que ce qui m'a fait incomparablement plus plaisir, c'était la réaction du public. Les gens qui sortaient de la salle, de sentir les discussions que j'avais avec les gens qui avaient vu la série. Ça, c'est quelque chose qui me... Et même là, après, je sais pas, dans les rues à Paris, quand les gens après avoir vu la série, m'en ont parlé. Là, oui, ça, c'est quelque chose qui m'a fait profondément plaisir et profondément chaud au cœur. Beaucoup plus, c'est vrai, qu'un prix ou qu'une bonne critique, même si... Attends, moi, je prends tout, je suis contente. Mais justement, en parlant de ça, moi, j'avais regardé un peu, c'est vrai que tu as eu un certain nombre de critiques positives que j'ai trouvé très touchantes, de personnes qui te remercient en disant juste je suis moins seul. En fait, tu t'as filmé, en fait, et tu présentes parfois une manière positive des gens qui sont différents. Ça peut être des dysfonctionnements, on parlait des dys tout à l'heure, on peut parler du spectre autistique. Et toi, tu les as reçus aussi, ces compliments. C'est pas pour ça que tu l'as écrit comme ça, mais qu'est-ce que ça a apporté chez toi, justement, d'avoir ces gens heureux? Parce que leur disent, c'est vraiment le terme que moi j'ai entendu, je suis moins seul, quoi. Moi, si je fais quelque chose et que quelqu'un me dit je me sens moins seule, ça fait que moi aussi je me sens moins seule, puisque en fait je trouve qu'il n'y a rien de plus réconfortant que de découvrir que d'autres personnes ressentent les mêmes choses que soi. Et donc, par exemple, quand j'étais à la météo, donc j'écrivais avec Bertrand Delair, et on était très alignés la plupart du temps, presque toujours. Mais c'est vrai que parfois, il m'est arrivé, mais peut-être 2 ou 3 fois, vraiment pas beaucoup de fois, de faire une blague que lui m'avait soufflée et que je trouvais pas drôle, mais il me disait « si, je te jure, ça fera rire ». Et bon, j'avais mis la blague. Et cette blague, quand je la faisais, faisait rire, effectivement. Mais moi, elle me faisait pas rire, je la trouvais pas drôle. Et donc, moi, ça, c'était des rires que je trouvais pas du tout agréables. En fait, faire rire, recevoir l'approbation du public, mais pour un truc que moi, je ne valide pas, me faisait rien. Et à l'inverse, quand je mettais une blague dont je pensais qu'elle ferait rire personne, mais moi, elle me faisait trop rire, donc je voulais la mettre, et que je voyais qu'elle faisait rire, ça, c'était quelque chose de tellement réchauffant. Donc voilà, quelqu'un qui te dit « je me sens moins seul », ça fait plaisir. Et quand on parle de ce spectre, qui est large, le spectre autistique, c'est vrai que j'ai reçu plusieurs lettres d'autistes. Ouais, et justement, au début, la première fois que tu l'as lu, tu
tu étais très étonné qu'on en reçoit plus loin. Moi, je crois beaucoup aux signaux faibles, tu sais. Au quoi? Aux signaux faibles, quand il y a plusieurs personnes qui disent la même chose, en fait. C'est des, quand j'en vois un, je me dis, mais quand j'en ai plusieurs, toi, tu as eu ces lettres-là? Bon, j'en ai eu 2, en fait, des lettres. Mais j'ai pas eu non plus beaucoup de lettres. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas reçu beaucoup de lettres. Déjà, c'est pas mon adresse. Ils peuvent pas aller sur Instagram parce que tu n'y es pas. J'ai eu 2 lettres de personnes autistes, mais en tout, j'ai pas eu beaucoup de lettres. Mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé si ça parlait de l'autisme, la série. Alors que moi, c'était pas du tout... Enfin, moi, c'est un sujet que je connais pas, l'autisme. Donc non, mon intention n'était pas de parler de ça. Après, peut-être que, sans le savoir, c'est ce que j'ai fait. Bien sûr, ça a touché. Mais Augustin, en tout cas, Augustin Trapenard, lui, il dit souvent que je suis autiste. Augustin dit ça. Le spectre est extrêmement large. Il dit ça parce qu'il te connaît bien, parce qu'il voit, parfois il te voit une direction chez toi. Oui. Il dit ça, bon, un peu... Pour te provoquer? Je pense qu'il dit ça parce qu'il doit penser que c'est vrai. Je ne doute pas avec Augustin. Parce qu'il doit penser. Et nous, en fait, nous, on est, le spectre, comme on l'appelle, est large. Je suis toujours ici. Je mets en avant une émission que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Rencontres du Papotin. Donc j'en parle 2 minutes, que tu connais certainement. Ouais, je connais. Les Rencontres du Papotin, c'est une émission exceptionnelle qui a lieu 1 fois par mois et qui met en avant des artistes comme toi qui sont interviewés par des jeunes adultes qui sont dans le spectre autistique et qui posent des questions donc, que d'autres ne poseraient pas forcément. Donc c'est une émission absolument géniale. C'est très drôle. C'est drôle. Bah oui, c'est drôle à regarder parce que pour les gens qui, eux, enfin peut-être que je suis sur le spectre, mais en tout cas qui sont un peu moins loin peut-être sur le spectre, c'est vrai que c'est des questions étonnantes. C'est des questions exceptionnelles. Et c'est amusant de voir les artistes être confrontés à ce genre de questions. C'est rigolo. Je la connais assez bien, c'est pour ça que parce que toute l'équipe qui est derrière là, l'équipe qui travaille énormément, surtout ceux qui s'occupent de ces jeunes au quotidien, ces jeunes adultes, parce que on les voit là pendant quelques minutes, pendant 30 minutes, oui, mais il y a un travail considérable qui est fait le reste du temps. Et j'ai la chance que mon épouse soit une des coproductrices de cette émission-là. Et donc, elle est évidemment très, très attachée sur ces sujets de spectre et de spectre autistique. On parle d'une autre émission, une autre série qui a très bien fonctionné, qui est Bref 2. Là, je te retrouve à un moment dans Bref 2, tu fais une apparition, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est drôle. En plus, en venant là dans le métro, j'ai vu une affiche encore avec ma tête de Bref, je l'avais pas vue encore. T'as aimé ce moment-là? Ah ouais, c'était génial, franchement. Bon, faut dire que c'est très facile et agréable comme actrice ce que j'ai eu à faire, quoi. C'est vraiment... j'étais avec une équipe très sympathique, j'arrivais... Enfin, c'est des séquences tellement courtes qu'il n'y a aucune pression, tu peux pas vraiment être mauvais, enfin, je veux dire, bon. Et donc... C'est pas de pression. Ouais, pas de pression. Et surtout, j'avais lu simplement le premier épisode, je trouve que c'est assez brillant, quoi, comme écriture, c'est trop génial. Il y a de grands critiques, beaucoup de critiques positives sur le travail de Kian, qui a fait cette... Là, je suis d'accord avec les critiques, tu vois. J'ai vu qu'il était très bien noté sur Allociné, je suis d'accord. Tu es content avec Allociné, ça fonctionne. Télérama, je suis pas sûr, je sais pas. Mais deux choses là-dessus, parce que quand on te voit ta tête comme ça dans le métro, on vient souvent te voir en disant vous ressemblez à Doria Tillier, ou on te reconnaît souvent, ou on te confond avec d'autres personnes. C'est qui la personne avec qui on te confond le plus facilement? Qu'on me confonde quand même, ça m'est peut-être arrivé, genre avec Louise Bourgoin, je crois, 1 ou 2 fois, mais pas souvent, quoi. Mais non, enfin, ça me flatte, il n'y a pas de problème. Mais parfois, ils te reconnaissent, en fait. Enfin, ce qu'il y a... Déjà, souvent, je pense qu'on ne me reconnaît pas, et puis souvent, on doit me reconnaître et pas le dire. Enfin, moi, si je reconnais quelqu'un de connu, je ne vais pas forcément le manifester. Mais en tout cas, c'est vrai que, oui, parfois, on me reconnaît, et parfois, c'est vrai qu'on me dit souvent que je ressemble à Doria Tillier. J'adore. Et là, parfois, tu dis... j'aimerais bien la rencontrer quand même. Non, je dis on me le dit souvent. Ouais, c'est ça. Ce qui est vrai, on me le dit souvent. Tu dis pas que c'est toi, rarement. Non, je crois... Non, c'est un peu embarrassant. Bien sûr. En vrai, c'est un peu embarrassant. Quelqu'un dit vous ressemblez, de dire c'est moi, genre un peu. C'est moi, genre comme si tu te la pétais, genre tu vois, genre tu sais pas quoi dire, quoi. C'est clair. Enfin, si on me demande si c'est moi, je dis oui. Ouais, bien sûr. Mais là, c'était ce deuxième sujet que je voulais aborder sur Bref, c'est cette évolution du marché, pas que du cinéma, mais de l'entertainment, avec toutes ces plateformes qui sont développées depuis tes années Canal. Ouais. Là, on parle par exemple de Bref 2 qui est sur Disney+, Netflix, où je t'ai retrouvé une fois, Prime, enfin on voit qu'il y a de plus en plus de plateformes. Comment toi tu le gères en tant qu'actrice? Pour toi, ça a autant de valeur aujourd'hui de faire un film sur Netflix, un film qui va apparaître dans les salles? Est-ce que tu as une préférence? Comment toi tu gères cette évolution?
En fait, je me rends pas trop compte parce que tu as dit que tu m'as retrouvé sur Netflix, mais je pense pas que c'était un film Netflix parce que j'ai Prime, pas. peut-être. Non, enfin, j'ai pas fait de film. Enfin, sinon pas que je sois contre, mais qu'est-ce que tu as fait comme sur les plateformes? Ah, j'ai fait une série sur Disney+. C'est ça peut-être dont tu parles. Voilà, excuse-moi. Effectivement. Pour moi, je mets tout un peu dans non, ces pas de plateformes. problème, Une mais série c'était sur des simplement que je ne comprenais pas de quoi tu parlais. Mais pour l'instant, tu n'as fait rien sur Netflix, rien sur Prime, que sur Disney+. Non, voilà, exactement. C'est vrai que je t'avoue que jusqu'à présent, mais tu sais, moi, je suis à chaque fois. Ah non, pas du tout. C'est que, tu sais, moi, je me rends pas trop compte des choses. Hein. Franchement, donc moi, souvent, si je reçois un scénario, en fait, je regarde pas qui produit, je regarde pas. Enfin, je suis au courant, hein. Mais je veux dire, moi, que ce soit sur telle ou telle plateforme, c'est vrai que pour moi, ça m'est un peu égal. Voilà, égal. Il y a une différence, en revanche, entre le cinéma et les plateformes. C'est simplement qu'au cinéma, on a plus de. Enfin, c'est pas simplement. Il y a deux différences, mais une différence, c'est qu'au cinéma, on a plus de temps de tournage, et c'est vrai que je trouve, bien qu'il y ait plein d'exceptions, que la qualité est souvent meilleure au cinéma. Donc, a priori, je préfère faire du cinéma parce que je trouve souvent que les films sont meilleurs et j'aurai plus de temps de tournage. Mais si tu veux, enfin une série, ça n'existe pas au cinéma. Donc pour faire une série, forcément, il faut être sur une plateforme. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de long métrage pour des plateformes. On m'en a peu proposé. On va terminer par une dernière pause amicale. Il y a quelqu'un dont tu as parlé il y a quelques minutes qui, là aussi, voulait te poser une question. Et c'est une casquette peut-être que les gens ne connaissent pas, en tout cas que je ne connaissais pas de toi. On écoute Constance Verlucas. Salut Doria, c'est Constance, j'espère que tu vas bien. J'ai une question à propos de ta nouvelle activité, celle dans laquelle tu t'es lancée récemment, la couture. Je précise que comme à chaque fois que tu commences quelque chose, dès les premiers instants, c'est excellent. Et pour le moment, tu as fait je crois quelques pochettes et une barboteuse, donc j'aimerais savoir ce que idéalement tu aimerais coudre. Est-ce que c'est pour toi, pour tes amis, pour offrir ou pour monter un gros business? Voilà, c'était ma question et je t'embrasse. Ciao. Quelle est drôle. Merci Constance. Merci Constance. Alors c'est pas pour monter un gros business, parce que avec Constance on a ce truc en commun. Comme les enfants, en fait, beaucoup d'adultes peut-être ont ça, d'imaginer toujours qu'on va gagner beaucoup d'argent. Ah tiens, j'ai une idée gros business, tu vois. Et toujours, c'est des idées qui ne rapporteraient pas une thune et de toute façon, on ne le fera pas. Écoute, c'est vrai que je me suis mise à la couture récemment, avec beaucoup de plaisir, parce que je dois dire que c'est agréable d'avoir les mains occupées, tout simplement d'avoir une activité. Moi, j'aime bien avoir une activité. Il y en a qui aiment jardiner, cuisiner. D'ailleurs, moi, j'aime bien aussi. Mais bon, j'ai pas de jardin. Et donc, coudre, c'est une activité. Tu es occupé pendant plusieurs heures même. Tu peux être un peu, tu ne réfléchis pas, en fait. Ton cerveau lâche et tu es penché sur quelque chose. Quant à mon dernier ouvrage, il s'agit d'une jupe. Elle n'est pas terminée encore. Combien d'heures de travail sur cette jupe? Écoute, non, alors moi je fais plutôt des choses assez simples, hein, en fait. C'est drôle que je parle de ça. Moi, si j'ai pris cette machine, j'ai pas pris cette machine à coudre, je l'ai récupérée, elle était à ma mère, mais je l'ai faite réviser. C'est aussi parce qu'il y a des vêtements qui me semblent assez simples à faire, mais je les trouve pas dans la couleur que je veux, dans les trucs que je veux. Et ça me saoule, je fais les magasins, je fais putain, ils peuvent pas faire cette jupe toute simple, blanche, quoi. C'est bon, c'est juste. Je dis, je vais le faire, quoi. Mais c'est un peu comme quand t'acceptes pas un film, tu écris ton film. Ouais, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc, en fait, le monde c'est ça qui est, on revient tout à l'heure. Le monde dans lequel tu vis n'est pas... en autarcie. Non, mais attends, il y a plein de choses qui... Attends, mais j'accepte plein de films. Non, mais il faut arrêter. Mais pour l'homme aussi, idéal, il va falloir que... c'est drôle, j'ai regardé Non, c'est trop long à expliquer. J'ai regardé un dessin humoristique tout à l'heure, et c'était... En fait, c'était deux éléments, genre d'un cercle, tu vois, un cercle, mais genre comme si c'était découpé très simplement et qui se complètent, tu vois. Mais deux formes qui se complètent de façon très simple, qui s'adressaient à un troisième élément en disant « Alors, t'as toujours pas trouvé ta moitié, mais le troisième élément, il avait des découpes ultra alambiquées, genre c'était impossible de trouver ça, tu vois. » Et ça, je me suis reconnue, évidemment. Il faudrait trouver celui qui... non, mais attends... t'es pas obligé de rentrer comme ça, hein. Mais même comme toi, ça marche. Même toi, t'accepterais que ce soit pas parfait?
Bien sûr. Non mais attends, faut pas croire du tout que je suis perfectionniste à ce point-là. Mais j'ai déjà, enfin, si je tolérais pas de défauts, mais je me suiciderais en fait. Non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, les gens qui nous auront écoutés verront leur propre analyse. Non mais attends, mais moi j'ai plein de défauts. Enfin, je veux dire, bon. Non mais mais ces défauts-là sont ceux qui fait que l'autre doit pouvoir matcher ces défauts-là. C'est le principe de l'amour et de la vie. Hein. Oui, en tout cas, oui. Voilà. Non, mais bien sûr, j'accepte les défauts. Tu vas créer tes jupes, comme ça. Je vais créer mes jupes, mais il y en a plein que j'achète dans le commerce aussi et qui sont très bien. Si tu avais un conseil à donner à cette jeune Doriade qui était serveuse à la rue Vivienne en disant juste, voilà, ça c'est les 20 prochaines années, c'est ça. Il y a un conseil que tu donnerais, un truc qu'elle n'a pas fait ou qu'elle devrait faire plus rapidement ou plus lentement, justement? Le seul, enfin franchement, je dirais plutôt rien parce que je suis plutôt contente. Donc voilà, mais si ce serait peut-être ce serait ça. Ce serait ça, tu vois. D'oser peut-être, je pense que, mais même maintenant, hein, enfin je veux dire, je me le donne même à maintenant ce conseil, même peut-être plus maintenant d'ailleurs qu'à l'époque en fait. Ouais, c'est ça peut-être mon problème. C'est que c'est vrai que j'ai la peur de mal faire peut parfois m'empêcher, alors que bon, on s'en fout en fait. Hein. Je le sais ça, qu'on s'en fout. C'est pas genre je veux montrer aux gens que mais c'est vrai que je vois que je trouve que je devrais en tout cas plus faire des choses moyennes. Bon, voilà. Quand est-ce que tu fais cette comédie musicale alors? Ah non, mais attends, moi, ce que j'aimerais, c'est jouer dans une comédie musicale, pas la faire. Pourquoi tu le ferais pas? Parce que je suis pas compositeur. Ah non, mais tu le fais avec des gens? Non. Ah ouais, franchement, là, trop de travail. Non. Pareil, genre, c'est trop de travail par rapport au plaisir. Risque, genre, non, jouer dans une comédie musicale. Ah ouais, j'aimerais trop jouer dans une comédie musicale. C'est quoi pour toi la comédie musicale absolue? La La Land, c'est quoi ce que tu dis? Non, je dirais plus, tu vois, des trucs que j'ai vus quand j'étais jeune. Du coup, moi, je dirais oui, enfin... Je dirais les Demoiselles de Rochefort, tu vois, mais c'est pas parce qu'elle est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas mieux que, les Parapluies de Cherbourg ou, je sais pas, West Side Story, mais oui. Les Demoiselles de Rochefort. Là, tu dirais oui tout de suite. Oui, les Demoiselles de Rochefort, oui. Quel est l'endroit... Ou La Petite Sirène aussi. C'est des comédies musicales aussi, bien les sûr, Disney. Exceptionnel. La Petite Sirène. Je suis fan de Disney. Bah, voilà. Qu'est-ce que tu... D'ailleurs, on t'a jamais demandé de doubler non, Disney? J'aimerais trop. Là, il y a encore une liste, là. On fait une liste en plus. Ça, j'aimerais vraiment bien, mais non, on m'a pas proposé. D'accord. La pause, en termes de pause, est-ce que... Toi, on a compris qu'il ne faut pas qu'elle soit trop longue, cette pause-là, mais il n'empêche, quand tu as envie de te poser, de réfléchir, de s'arrêter 2 minutes, c'est où cette pause que tu aimes faire? Quel endroit de France, du monde? En fait, il n'y en a pas... J'ai pas vraiment un endroit. Mais déjà, dès que je pars d'être dans la nature, en fait, un peu quelle qu'elle soit, ça me fait cet effet-là, je trouve. T'es retourné voir Jeannot? Alors lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je suis retournée parce que... La retraite, peut-être. Voilà. Mais, effectivement, dans ce ranch, oui, j'y vais encore régulièrement. Enfin, là, j'y suis pas allée cet été, mais j'y vais souvent. Ouais. Après avoir vécu ce moment... De discussion ensemble, qui tu penses que tu aimes bien, que tu dirais, tiens, j'aimerais bien l'entendre à ta place? De connu ou De connu. Enfin, je veux dire que tu pourrais inviter pour de vrai, pas genre, je ne veux pas dire... D'accord. J'aimerais bien écouter, je pense, des réalisateurs ou des réalisatrices. Qui, par exemple? J'aimerais bien écouter... Audiard, par exemple? T'as aimé? T'aimes? Oui, j'ai beaucoup aimé, mais j'avoue que je connais déjà un peu, donc du coup, je serais pas... Ce serait pas un... Je découvrirais pas, tu vois. J'aimerais bien écouter, par exemple, je connais pas bien... j'ai pas souvent entendu Justine Triet parler. Donc j'aimerais bien écouter pour découvrir. Est-ce que, justement, parlant de réalisatrice ou de réalisateur, est-ce qu'il y en a une ou un où tu dis, quel que soit ce qu'on m'envoie, je prendrai. J'aimerais travailler
avec cette personne? Oui, il y en a plusieurs. Hein. Qui, par exemple? Non, mais j'ai dit Justine Triet, mais c'est pas genre. Enfin, bien sûr, je suis même pas. C'est pas genre. Enfin, si j'aime bien Justine Triet, mais je suis même pas spécialement genre. Là, je te retrouve dans le premier épisode, fin du premier épisode. Ouais. Elles sont bonnes, ces lasagnes. Non, mais attends, non, mais attends, du coup, ça fait. Non, mais c'est juste comme si je dis 2 fois Justine Triet, c'est comme si je jouais un culte et tout. Pas non plus, tu vois. Bien sûr. Et qui? Mais c'est vrai que j'aime énormément ce qu'elle fait. Maintenant, il est trop vieux, mais sinon, avant, j'aurais dit Woody Allen, tu vois. D'accord. Vraiment, Woody Allen, je pense, même pour tourner dans une grosse daube, je serais trop contente. En plus, ce sera un Américain. Moi, ça me facilite. En plus, ce sera un Américain, ça me faciliterait. On serait parfait là, on cocherait tout. Ah, ouais, en plus, ouais. Même si ses derniers films, il les a fait en France. Oui, mais en américain quand même. Non, son dernier film, le dernier, c'est en français. Et donc, sinon, avec qui Non, mais franchement, j'ai pas envie de dire une personne, parce qu'il y en a plusieurs avec qui, voilà. Mais il y en a pas en particulier, à part Woody Allen. Il n'y en a pas en particulier. Je crois pas. Très bien. Merci, Doria. Merci, Alexandre. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.